que voilà. Donc, pour la première séance, il y a Irikan qui est là, il y a Kofi Kwasi, il y a... Est-ce que vous avez des questions? Je sais que vous n'en avez pas. C'est vous provoquer que vous demandez si vous avez des questions, parce que je sais que vous n'en avez pas. Bon, moi, il y a une question. Ah, tu n'as pas parlé de ta question. La question est quoi? Non, ma question, c'est que vous avez dit que le cacao Mercedes, c'est un OGM. Bon, je ne sais pas si c'est une souche améliorée ou bien, pareil, OGM veut dire c'est un organisme dont le génome a subi des transformations. Quand je te parle de OGM, Voilà. ça dépend du niveau de modification. Par exemple, quand je te présente la tomate avec une peau qui est très dure, c'est-à-dire on peut récolter cette tomate-là qui peut attendre une semaine sans se gâter. Tu es d'accord avec moi que c'est une OGM, non? Naturellement, ce n'est pas ça, non? Tu es d'accord avec moi, non? Bon, au fait, il y a des croisements entre deux souches différentes qui permettent. Bon, je vais te dire, est-ce que c'est naturel? On n'a qu'à prendre des thèmes très simples. Est-ce que c'est naturel? D'obtenir une nouvelle souche. Voilà. Non, c'est pas. C'est pas naturel, non? Oui, c'est pas naturel. C'est quelque chose que l'homme a fait, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Mais c'est identique pour le cacao qui normalement doit faire 6 ans, 7 ans. Ça, c'est ce qu'on connaît d'ordinaire. La plante sauvage, là, c'est comme ça. Oui. Mais avec la variété Mercedes, en 18 mois, ça produit. Tu vois, c'est par rapport à quoi? Ils ont changé quoi dedans? Est-ce que la durée de vie, la durée pour la croissance, le développement et puis la production n'est pas une information génétique? Il ne répond pas. Hein? Moi, il t'attend. Hein? Alors, non, c'est un sujet des réseaux. Ah, c'est un sujet de réseau. C'est là qu'il t'attend. Oui. Je vous écoute, je n'ai pas compris la dernière partie là. La question, je disais, est-ce qu'une plante qui germe et qui, au bout de 6 ans, commence à produire des fruits, et puis une autre qui germe et qui, au bout de 18 mois, commence à produire des fruits, est-ce que l'information en question n'est pas contenue dans son génome? Si c'est contenu dans le génome. Maintenant, si on prend une plante qui produisait en 7 ans, 6 ans, et puis on s'arrange de sorte à ce que la plante commence à produire à partir de 18 mois, est-ce qu'on n'a pas modifié génétiquement le génome de la plante en question? Si, on a modifié. L'organisme génétiquement modifié ne soit pas choqué. En réalité, c'est quoi? C'est un peu comme les femmes qui prennent des pommades, disent non, ça là, c'est pas un produit chimique. Mais non, c'est chimique pour rien. Tout ce qu'il y a comme pommade, les conservateurs, c'est chimique. C'est chimique. D'accord. Oui, il faut prendre ça comme ça. En fait, d'accord. Soyez très bon l'esprit, parce que ici, là, quand tu commences à faire de la science, tout ce qu'on dit là, ne prends pas ça comme argent comptant. Toi-même, cherche à creuser autour pour voir ce que ça donne. En fait, celles qui disent qu'elles utilisent des pommades, ce n'est pas chimique, là, c'est parce qu'il n'y a pas directement de l'hydroquinone qui est très agressif. Sinon, on a des produits naturels qui peuvent dépigmenter. C'est chimique. Seulement que quand c'est naturel, la concentration est moindre, les dégâts sont peu. Par contre, tout ce qui est produit de synthèse, c'est une concentration pas possible. Sinon, au niveau des villages, on allait vraiment s'intoxiquer. Imagine-toi, quand le gars il fait sa décoction, il dit, bon, tu as le palu, et puis avec toi, tu attends. C'est 2 canaries. C'est beaucoup de feuilles qui sont dedans. Tu ne sais même pas si il y a compatibilité ou non. Mais généralement, les quantités qu'on ingurgite, la concentration est très faible. Par contre, quand c'est un produit chimique, vous voyez, un comprimé, il peut être tout petit, mais il peut te commettre des dégâts énormes. C'est vraiment parce qu'on a concentré au maximum. Donc, quand je dis organisme génétiquement modifié, il ne sois pas effrayé. En fait, le thème, c'est ça. Tant qu'on a touché au génome pour lui demander de se comporter autrement, mais bon, il va se comporter autrement. C'est un peu comme on dit un homme est mature à partir de 18 ans, il commence à sécréter de la testostérone. Imagine-toi, si on modifie un peu et tout, et qu'à partir de 8 ans, un petit garçon commence à avoir des poils partout, il commence à produire des spermatozoïdes. Est-ce qu'il n'est pas génétiquement modifié? Si. C'est exactement ce qu'on a fait au cacao. Ah, d'accord, ok. Bon, au fait, je me suis toujours dit peut-être que OGM, c'est quand on va au laboratoire et on fait des séquençages d'ADN, et ainsi de suite. On prend par exemple d'autres ADN pour venir implanter. Ce n'est pas des trucs qui sont naturels. Maintenant, il y a plusieurs niveaux. On peut forcer des croisements. Ça, c'est un niveau.
Maintenant, on peut génétiquement, c'est-à-dire poser son gène. C'est ce qu'on appelle aussi. Voilà, j'ai donné l'exemple des produits éclaircissants qui sont très chimiques, et puis des produits éclaircissants qui sont naturels. Oui, non. Toujours est-ce qu'on modifie l'organisme parce que un homme qui naît normalement, c'est à partir de 14 ans, 15 ans que les premières hormones commencent à se déverser dans le sang. Voilà comment la petite fille commence à avoir les seins, l'homme commence à avoir la barbe, son thème buccal grossit. Mais si jamais on s'en fait des croisements et puis finalement, au lieu d'attendre 14 ans, 15 ans pour qu'on ait un tel changement chez l'homme, il commence à avoir ces changements à partir de 8 ans. C'est-à-dire qu'une petite fille de 8 ans peut tomber enceinte. Elles sont pas génétiquement modifiées. Si. Voilà, donc il faut prendre le truc un peu comme ça. C'est des accidents vaisseaux qu'on fait, mais c'est jamais naturel. C'est artificiel. Donc, comme c'est artificiel, on a cette modification-là. D'accord, c'est compris. Voilà, donc il faut ouvrir. Donc, la dernière partie, ce n'est pas bien long. C'est comment est-ce qu'on protège tout ce qui est en train d'être détruit. Comment est-ce qu'on protège? Ça, j'ai dit, ce coup-là, on n'a même pas besoin de parcourir les diapos. On sait qu'il y a problème. Hein? On peut citer exemple par exemple. Quand on prend nos ressources forestières, par exemple, on commence par celle-là. Selon vous, comment est-ce qu'il faut les protéger? Parce que tout ce qu'on avait comme thèse de loi, que ça après, que ça pas la prochaine. On est évalué ce qu'on est ici. Hein? Selon vous, comment est-ce qu'il faut protéger? Allô? Oui, allô? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. C'est qui? Kofi. Kofi, Kofi, en tout cas, ça va. En fait, comme je suis en plein écran, je ne vois pas forcément celui qui a la parole. Bonne arrivée, Kofi. Merci, hein? On est sur le dernier machin qui n'est pas bien long. C'est comment protéger ces ressources naturelles-là. D'abord, en Côte d'Ivoire, ici, oui. Selon les différents exemples qu'on voit sur le terrain, vraiment, pour protéger, d'abord, on doit avoir vraiment une volonté de soi-même et vraiment une volonté politique pour pouvoir arriver à la protection. Voilà, parce qu'on peut élaborer tous les scénarios s'il n'y a pas la politique personnelle ou la politique générale qui accompagne, la protection n'aboutira jamais. Ok, donc pour toi, c'est une vraie volonté politique qu'il faut. Voilà. Est-ce une vraie volonté politique ne doit pas se nourrir de réalité? Oui, la réalité, c'est ce que je dis. Oui. C'est les choses, c'est les scénarios qu'on met. À chaque réalité, il y a une solution. Oui. Mais si on fait tout ça là et qu'il n'y a rien derrière, je prends par exemple le cas dans le cas des forêts classées, par exemple. Oui. Lorsque l'administration forestière est arrivée, ils ont mis les forêts. Mais imaginez-vous, les gars, j'ai près de 100 000 hectares, il a 2 agents. Il a 2 agents, il a une moto qui ne marche pas, sa voiture même, bon, à peine, il n'a même pas de voiture. Oui, et puis, il y a la population qui est en train de, chaque fois, réclamer, bon, on n'a plus de terre, on a besoin un peu de terre là-bas pour faire un peu de champ, voilà. Bon, à chaque fois, donc, il faut vraiment la volonté, d'abord pour le protecteur et pour ceux-là qui on fait la protection. C'est que tout c'est, voilà. Oui, je suis d'accord. Pendant que tu as la parole, propose-moi quelque chose de concret. Je dis, est-ce que tu ne penses pas que toutes ces politiques pour protéger nos forêts ici-là échouent parce qu'on est dans un système top-down? C'est-à-dire l'administration, un peu comme l'ordre nous était imposé de l'extérieur, on parle là de l'objectif de développement du millénaire, tu vois, non? Les ODD, ça arrive au niveau du gouvernement, ils sont supposés trouver des lois qui sont arrivées à ces ODD-là, et puis voir des décrets d'application, et ainsi de suite. Est-ce que tu ne penses pas que c'est parce que c'est un peu comme si tout nous était imposé, tout venait de l'extérieur, que bien souvent ça ne marche pas? Est-ce que tu ne penses pas? Si tu penses comme ça, selon toi. Moi, je ne penserais pas comme ça. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a des influences qu'on appelle externes. Oui. Mais nous-mêmes, on faudrait qu'on soit conscient que notre truc en train de partir, la chose en train de partir. Ça, c'est pour ça qu'on doit s'investir nous-mêmes avant que quelqu'un cherche à venir nous aider. C'est le deuxième point de la question. Est-ce que tu ne penses pas qu'une sensibilisation qui serait portée
par les end-users, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment à côté de la forêt, qui coupent directement la forêt. Une sensibilisation qui serait directement portée par ceux-là aurait un résultat beaucoup plus intéressant qu'une sensibilisation qui viendrait des citadins, hein, des membres du gouvernement qui vont faire des sensibilisations et qui retournent dans leur ville. Oui, pour ça, ce que je dis, les riverains eux-mêmes, oui, ils se soucient de la rareté des terres. Oui. C'est-à-dire que la population augmente. Avant, ils étaient 2. Ils ont fait venir des gens. Par exemple, les étrangers qui venaient, bon, c'est la terre, il y a assez de terres, tu peux prendre. Il y a assez de terres, tu peux prendre. Il y a assez de... Et aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus assez de terres. Donc, il faut attaquer les ressources dont l'État dispose. Et voilà la réalité qui est là. Okay. Donc, il faut faire, même si on fait des scénarios pour leur dire que c'est à cause de la forêt, vous n'avez pas les vents violents à vos niveaux, c'est à cause de la forêt, vous avez du bon vent à respirer, c'est à cause de la forêt que vous avez des animaux encore disponibles, c'est à cause de la forêt que vous avez tant. Mais dès l'instant où le gars même il dit il n'a plus été, c'est un problème pour lui. Donc, tout ce que vous allez dire là, ce n'est pas son problème. OK. Pour ça, moi, je voulais quand même réagir un peu. Oui. Moi, je suis d'accord pour toutes les politiques qu'on peut mettre en place pour faire de la surveillance. Oui. Mais à la pratique, moi, j'observe 2 choses. La première des choses, quelqu'un pourrait dire que si vous partez au plateau, que vous mettez qu'on appelle un immeuble sur la route, oui, les Ivoiriens vont trouver le moyen de dévier votre immeuble pour trouver un autre passage après. Le problème des Ivoiriens, c'est qu'on laisse faire. On ne réagit pas. Donc, quelqu'un peut venir détruire la forêt ivoirienne sans qu'il y ait quelqu'un qui lui dise « mais pourquoi tu l'as fait ?» Donc, on laisse faire, pensant qu'on fait du mal qu'on appelle aux autres, alors qu'on se fait du mal nous-mêmes. Ouais. Moi, je sillonne beaucoup la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui disent que les terres arabes commencent à se raréfier. Ce n'est pas vrai. Il y a une mauvaise utilisation qui est faite de ces terres-là et il y a une mauvaise explication des pratiques et techniques culturelles qui n'est pas faite, qu'on appelle au niveau des paysans. Et la seconde chose que j'observe, c'est que l'Ivoirien veut tout de suite et maintenant s'enrichir. Le problème des forêts classées n'a rien à voir avec ceux qui viennent dans la forêt classée. Le problème de la forêt classée a quelque chose à voir avec ceux qui sont chargés de la protéger. Et je sais de quoi je parle. Ceux qui sont chargés de protéger la forêt, c'est eux qui installent les gens dans la forêt classée. Moi, j'ai une qu'on appelle la forêt classée de Besso depuis 20 ans. Je suis passé de 10 000 hectares de culture à 5 000 hectares de culture, juste en sensibilisant. Deuxièmement, en ne se faisant pas complet d'une chaîne de corruption qui est mise, qu'on appelle en place. Donc, si on joue sur les 2 leviers, pour moi, on va résoudre le problème. On n'aura jamais assez de moyens pour surveiller les millimètres carrés de la forêt, on n'aura jamais assez de motos, on n'aura jamais assez de voitures, on n'aura jamais assez d'argent. On ne va pas transformer toute la population ivoirienne en des agents des eaux forêts pour surveiller la forêt. Il faut juste qu'il y ait une prise de conscience au niveau individuel et après au niveau collectif. Si elle ne peut pas venir de façon spontanée, il faut l'inculquer, qu'on appelle aux gens, les droits civiques. Ouais. Ouais. Exactement. Et quand on regarde tout ce que vous dites, en réalité, ça rejoint la pauvreté, ça rejoint à réduire les inégalités, ça rejoint à faire face au changement climatique. En fait, c'est un peu le tout. Parce que comme je le dis, c'est dommage. Quand on parle de volonté politique, on oublie très souvent ceux qui sont au bas de l'échelle. La sensibilisation aussi pourrait porter. Mais quand tu as sensibilisé quelqu'un et qu'il semble prendre conscience du fait que son action pourrait poser des problèmes quelques années plus tard, quelle est l'autre alternative que tu lui donnes? Parce que sans alternative, il va retomber dans la même bêtise. C'est un peu comme quelqu'un qui est accro à la drogue, tu t'en fais une cure de désintox, tu viens de le déposer dans son quartier, il n'a pas de revenu, ça dit qu'il est là encore dans l'oisiveté, ne sont pas étonnés s'il retombe encore dans cette même bêtise. Je pense qu'il y a vraiment un gros effort à faire à ce niveau. Hein, comme on le dit, ceux qui devraient apporter cette réglementation sont ceux-là même les plus déterminés. Hein, un peu comme ce que je disais, moi j'ai été faire un séjour dans une forêt classée avec une dizaine de mes étudiants, mais bon, j'étais sûr de savoir que ceux-mêmes qui votaient ces lois avaient plusieurs milliers d'hectares à l'intérieur de la forêt classée et que c'est le paysan qui a 1 hectare, 2 hectares, on demande aux agents forestiers de. Bon, c'est terrible. Allô? Vraiment terrible, mais bon. Allô? Oui, allô? Donc, comme pour ce que je le disais, bon, oui, il y a eu l'intervention de M. Yo.
Oui. Mais le problème, c'est qu'il y a fait tellement longtemps, on est axé notre développement sur l'agriculture. Alors, l'agriculture, on ne fait pas cette agriculture en l'air, c'est sur la terre, c'est sur les forêts. Voilà. Donc, vraiment, moi, à mon niveau, peut-être que la solution même venait de détourner l'attention de la population sur l'utilisation intensive de la terre. De détourner, comment ça, je ne comprends pas bien. C'est-à-dire que créer d'autres projets qui pourront détourner l'orientation vers l'agriculture, voilà. Oui, c'est en ce qu'on a parlé d'alternative. Leur offrir une autre alternative qui ne fait pas forcément directement à l'exploitation de la terre. Maintenant, pour ceux qui sont à la terre, c'est peut-être voir une exploitation agricole intensive, parce que l'extensive bouffe la forêt. C'est ça? Mais encadré. Parce que ce soit intensif ou extensif, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes dedans. Parce que quand on va passer à intensifier l'agriculture, on va utiliser beaucoup d'intrants. On sait aussi que ces intrants-là sont à l'origine d'émissions de CO2 ou même de méthane. Donc, le problème, il est à notre niveau ici. Il n'est pas au niveau international. On prend par exemple le cas du parc national de Amaraoui. Oui. C'est détruit à près de 80%. Et ceux qui ont des grands champs là-bas, c'est les gens qui sont à la tête du gouvernement. Bon, voilà, encore un exemple partant. Qu'est-ce que vous voulez? C'est plus fort que nous. Hein, c'est plus fort que nous. Donc, finalement, on voit le chemin emprunté, hein, les grands sillons, mais l'emprunté, je pense que ça intègre beaucoup plus de choses. Hein, la croissance économique, l'intégration sociale, avant la protection de l'environnement. C'est-à-dire que la protection de l'environnement ne peut tenir que dans une parfaite croissance économique et puis une intégration sociale. Parce que toujours dit qu'il faut retenir que tout ce qui est fait par l'homme et pour l'homme. Hein, que l'homme revienne au centre en ne voyant pas tout de suite la part du gain, la recherche effrénée d'argent, même si tu dois le faire sur la tombe de l'autrui. On en parle, mais bon, ce n'est pas toujours aisé à tenir. Quoi. Hein, c'est ce qui a créé ce qu'on appelle le développement durable. Il faudrait qu'on ait quelque chose de très équilibré, environnement, société, économie. Bon, on le dit, hein, mais de façon logique, hein, l'économie l'a toujours tellement emporté que finalement, oui. C'est toujours la même logique. Ce développement durable est créé. Pour moi, il est créé. Parce que le concept même, et tout ce qui est écrit dans le concept, est écrit pour les plans. Par exemple, on parle d'un certain type de réglementation qui est suivi, même s'il est contesté au niveau des plans, il est contesté, mais il est suivi, il est respecté. Ça existe, tous les dossiers. Mais si l'Afrique doit se conformer à un certain type de développement durable, je pense que le travail, oui, sera un travail de longue haleine. Ouais. Le travail est très long haleine parce que, déjà, en termes d'éducation, en termes économiques, en termes militaires, je m'appose là-dessus, on est très fragile. Une contestation violente évoque les institutions de l'État sont fragilisées. Un déséquilibre économique évoque les institutions de l'État sont défavorisées. Une mauvaise éducation évoque qu'on a 2 générations aujourd'hui qui sont sur la touche. Donc, le développement durable aujourd'hui, quand on apporte ce concept-là en Afrique, pour moi déjà, on est déjà mené, quoi. Ça ne va pas faire d'effet. On va juste utiliser ça comme un phénomène de groupe, comme on sait si bien le faire. On va aller dans une politique de laisser aller. On va aller dans une politique de faire un peu de la marmaille ici et là. Le pays est fond. Ouais, pour t'accompagner dans ce que tu dis, quand on parle de développement durable, je vois toujours celui-là qui vient bousculer de tout. Ce n'est pas le développement durable. Je donne l'exemple, par exemple, de l'exploitation minière. Il arrive dans tous les cas, lui vient exploiter les mines. Donc, le volet économie, il n'y a pas de souci. On arrive au volet environnemental.
il y a une étude d'impact environnemental qui certifie qu'il va ressortir de bonnes pratiques. On est d'accord? Le dernier volet, c'est le volet social. Le volet social, c'est quoi? Faut bien voir quand ils arrivent, généralement, c'est les postes de subalterne où on embauche les jeunes de la localité en question. Les postes de cadre, c'est jamais les jeunes en question. Ce qui se passe, c'est que c'est des milliers de têtes qui sont soumis. Et ils finissent généralement même la restauration de l'espace, ils ne le font même pas. Et puis ils partent après. Toujours est-ce qu'il y a une étude d'impact où normalement, que ce soit le social, l'économique et l'environnemental, c'était supposé être satisfait. Mais encore une fois, on dit que c'est vous qui allez sauver la. Ouais. Allô? Oui. Pour moi, le problème du développement durable en Afrique ici, particulièrement en Côte d'Ivoire, c'est le problème où on n'anticipe pas sur les choses. Voilà, il n'y a pas d'anticipation. On attend quand la chose arrive, c'est mettons, on va nous dire non, pour trouver les solutions urgentes. Et ça a été comme ça dans tous les secteurs d'activité. Est-ce que tu t'es demandé pourquoi est-ce qu'on n'anticipe pas sur les choses? Pourquoi est-ce qu'on refuse d'anticiper? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Bon, pour ça, je me pose la question, mais comme ce n'est pas moi qui anticipe, je ne... Parce que généralement, c'est quoi? Je te donne un exemple. On construit et dans le coût qui est facturé, il est dit que l'entreprise en question doit entretenir la route 5 ans, jusqu'à 5 ans après sa livraison. Mais en réalité, cet argent qui a été mis de côté là est déjà détourné à autre chose, même avant qu'on finisse d'écrire le projet. Tu comprends, non? Donc, si tu veux anticiper, c'est-à-dire que les moyens que tu as prévu mettre pour faire tant, tu ne le fais pas. Et c'est ça le problème de l'anticipation. La Côte d'Ivoire est riche, particulièrement la Côte d'Ivoire que je connais, je ne parle pas des autres pays. La Côte d'Ivoire est riche. Mais bon, je ne vais pas faire de trop politique. En réalité, c'est la mauvaise gestion des ressources, la mauvaise répartition des ressources. Moi, je pense que ça, c'est un problème assez sérieux. Avec combattre ce problème-là, normalement, ça, c'est le top-down. C'est-à-dire que ça doit commencer depuis les plus hautes institutions de l'État jusqu'à s'appliquer aux citoyens lambda. Mais le constat qui est fait généralement, c'est que c'est un peu comme le haut fonctionnaire de l'État était au-dessus des lois. C'est-à-dire que là, ne s'appliquait qu'à ceux qui étaient au bas de l'échelle. Bon, quand on répercute ça dans le volet environnemental, ça donne ce que ça donne. Un exemple partagé par la chose de Malawi, quelqu'un l'a cité tout à l'heure. C'est au vieux sur de tous. Bon. C'est purement aussi la Constitution. La Constitution met ça plus en avant. Aujourd'hui, le président de la Constitution, c'est individuel. Oui. Donc, il y a une classe sociale au-dessus de la classe sociale même qu'il est censé servir, qu'il est censé protéger. Donc, à celui-là qui prend une clique d'amis, je vais dire ça comme ça parce que moi, je le vois comme ça, une clique d'amis pour son environnement immédiat pour gouverner. On leur dit quoi? On regarde le développement durable. Le développement durable. En réalité, c'est de jolis slogans qui, à la pratique, c'est terrible. Bon, bref. Au niveau de l'État, des recommandations qui sont faites, cadre législatif, cadre institutionnel, au niveau de la population. Il y a de très bonnes recommandations, mais encore une fois, ces recommandations-là, restent des recommandations. Quand on va passer à une phase pratique, ça devient très, très, très compliqué. Et là, je pense qu'un des gros problèmes encore, c'est qu'il y a normalement cette étude qui devrait pouvoir aider l'État à tourner normalement, auquel on ne fait pas suffisamment référence. Peut-être que c'est un peu ça. Je donne un exemple. Nos politiciens ici ont souvent tendance à affirmer des choses avant même de demander à l'homme de science si ce que j'ai affirmé là est réalisable ou pas réalisable. Bon, quand tu finis de faire une telle affirmation et qu'à la fin on te demande que ce n'est pas faisable, alors que politiquement tu l'as dit, tu fais quoi?
Bon, ce n'est pas évident pour un homme politique parce que tu te dédies, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand tu te dédies, tu te dédies. Et mon petit bien arrêté l'enregistrement là. Le machin est venu depuis le parti. Ceux qui sont en ligne, vous avez des questions? Ça va aller. Ça va aller, non? Ça va aller. Alors, c'est un peu ce que, comme j'avais dit, en fait, c'est des données qu'on savait plus ou moins, c'est juste une organisation. Il n'y a pas véritablement de questions, mais j'avoue que la gestion, l'exploitation des ressources naturelles et tout le reste, c'est un vrai casse-tête. C'est que à partir du LEP, là, on va entrer dans ce qu'on appelait la COP 15. Comme il y a eu plusieurs conventions, cette COP-là, c'est beaucoup plus pour la lutte contre la désertification. Bon, là, de toute façon, toutes ces COP-là, c'est déjà eu plus ou moins. Vous voyez que c'est encore la même chose. Quand on va remettre en cause d'autres systèmes de production, ça veut dire ce que ça veut dire. On a vu sur l'actualité, par exemple, je pense que notre président de l'autre côté là-bas, il avait été insidieusement menacé du fait que le cacao ivoirien devait être boycotté. Vous avez un peu vu sa réaction. Voilà. Il a dit, bon, si vous ne voulez pas payer, nous, on va voir les Chinois qui vont payer. Vous voyez que c'est bien souvent des trucs de haut niveau, mais qui tutoient même la souveraineté de certains pays. C'est vrai qu'on a d'autres ressources actuellement, mais la souveraineté du pays est en bonne partie de la cacaoculture. Si on dit qu'aujourd'hui, la cacaoculture ne se fait pas correctement, c'est sûr que ce n'est pas bon. Voilà. Donc, je vais vous donner un examen qui sera très intéressant parce que je vais simplement vous demander d'analyser